Et voilà, nous sommes live. Bonjour à tous. Salut Nicolas. Bonjour à tous, salut Alexandre. Bienvenue donc dans ce webinaire co-organisé par Questio ID Agency sur le thème de briser votre plafond de commercial en 2025. On est extrêmement ravis de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment avec Nicolas qu'on échange et qu'on avait envie de faire ce webinaire ensemble. Donc on est extrêmement ravis d'y arriver. On a déjà quelques inscrits qui sont présents parmi nous. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive et on pourra démarrer. N'hésitez pas, hein, vous connaissez, je pense, le principe donc sur les outils de webinar, à utiliser la fonctionnalité chat et questions pour échanger avec nous et aussi poser toutes vos questions qu'on sera ravis de prendre. Je pense en cours, hein, Nicolas, on prendra parfois quelques questions en cours et puis aussi à la fin. Bien sûr, ouais. Avec grand plaisir pour y répondre. N'hésitez pas dans le chat aussi, comme on est sur un sujet commercial, mettre un petit mot sur vous, bien entendu, mais aussi sur votre entreprise pour en une phrase dire ce que vous faites. Si jamais on peut connecter aussi sur des opportunités entre vous, écoutez, ça serait un petit bonus qu'on prend, donc n'hésitez surtout pas. Exactement, c'est vrai que tu as raison Nicolas, on peut faire aujourd'hui du business partout. Tout à fait. On a les premières personnes qui sont présentes. Peut-être Nicolas, on peut se présenter, peut-être pour démarrer, ça fera venir les derniers participants. Je te laisse démarrer. Écoutez, bonjour à tous, enchanté. Moi, je suis Nicolas Boissard, directeur marketing de Questio. Questio, on accompagne les entreprises sur tous leurs enjeux commerciaux via du coaching, de l'accompagnement, de la formation également commerciale. Et donc, ravi de vous retrouver aujourd'hui et de participer à ce webinaire avec Alexandre. Et donc, du coup, moi, je m'appelle Alexandre Jean Petit, donc je suis aussi le directeur marketing, mais d'ID Agency cette fois. Donc, ID Agency, qui nous sommes? On est une ESN, donc intégrateur du CRM HubSpot et d'intelligence artificielle. On accompagne aujourd'hui donc les PME et ETI dans leur transformation digitale et autour de l'expérience client. Voilà, donc on a différentes verticales et secteurs d'activité sur lesquels nous sommes très à l'aise, mais on a l'habitude d'accompagner vraiment les entreprises de tous horizons. On est une trentaine de collaborateurs, on est basé à Limonest dans la région lyonnaise et ça fait maintenant 10 ans qu'on est sur ce marché-là et qu'on aide donc toutes ces entreprises. Et le sujet de la performance commerciale, évidemment, est un sujet majeur qui revient énormément chez nos prospects et clients et sur lequel on sera du coup avec Nicolas aussi qui a ces problématiques au quotidien, ravi de pouvoir vous éclairer en tout cas et vous aider sur cette problématique-là. Écoute, je pense qu'on a déjà pas mal de monde qui est présent, donc on n'a qu'à démarrer. On a prévu un webinaire plutôt interactif. On va avoir souvent des questions à vous poser en sondage, donc n'hésitez pas à y répondre. L'objectif étant de pouvoir aussi en apprendre un peu plus sur vous et vous permettre surtout, c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé avec Nicolas, de pouvoir en fait vous permettre de mesurer un petit peu à quel niveau de maturité, à quel niveau de difficulté autour des enjeux de la performance commerciale vous vous situez. L'objectif étant à la fin pour nous de pouvoir vous permettre en fait de vous placer un petit peu sur un échiquier dans le sens où vous pourriez savoir un peu par rapport à différentes thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, si vous avez des choses à améliorer, si vous êtes déjà très bien, s'il y a des choses auxquelles vous êtes pas du tout confronté et de vous donner des premiers éléments de réponse. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à nos différentes questions, sondages qu'on va vous poser durant tout ce webinaire. Et aussi petite chose en plus sur lequel on a travaillé avec Nicolas, c'est d'imaginer un cas fictif sur lequel vous pourriez aussi vous reconnaître. Donc n'hésitez pas aussi à partager vos impressions par rapport à ça. Et d'ailleurs, tiens Nicolas, je te laisse présenter notre belle entreprise TechServe, fictive bien sûr, très intéressante. Ah, tout à fait. Et effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment qu'on puisse partager avec vous. L'idée, c'est de poser cinq grands cas, j'ai envie de dire, au cours du webinaire, en tout cas de cas ou de questions à se poser sur son fonctionnement, sur sa performance commerciale. Et comme le disait Alexandre, c'est vraiment l'idée d'être le plus interactif possible pour qu'on puisse, au-delà
du cas qu'on va partager, du cas fictif qu'on va partager avec vous, bien entendu, pouvoir répondre aux questions qui vous concernent de façon concrète et dans votre quotidien. C'est tout l'objectif du webinaire. Et effectivement, comme le disait Alexandre, aujourd'hui, on va prendre un exemple fictif pour alimenter, je dirais, les différentes discussions et qui servira de fil rouge, en fait, sur ce webinaire. Et donc, on a pris la société TechServe, qui est une PME spécialisée dans les services technologiques, plutôt sur un secteur. Elle est spécialisée sur les entreprises industrielles. Elle a 15 ans, un marché qui est en expansion, mais une croissance plutôt stable. Et elle a fait des investissements niveau commercial, marketing, sans avoir forcément le ROI et les retours attendus. Et donc, tout son enjeu, c'est effectivement de comprendre pourquoi il y a j'allais dire, décorrélation entre l'investissement qui a été fait niveau marketing et commercial et ses résultats aujourd'hui. Exactement. Et donc, premier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est l'organisation et l'alignement des équipes, effectivement, point clé forcément. Et chez TechServe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je disais 3 points majeurs sur ce sujet. En fait, on a des commerciaux qui, certes, il y a eu augmentation du nombre de commerciaux, pour autant, ils passent encore 40% de leur temps sur des tâches qui ne sont pas commerciales. Ils rentrent des données dans le CRM, ils font du suivi client un peu manuel, parce que tout n'est pas forcément connecté entre les différents outils. Ils doivent faire des rapports pour le reporting, pour le suivi avec leur manager. Premier élément qui aujourd'hui constitue un frein chez eux. Un manque de clarté. Il y a une équipe marketing qui a été mise en place et aujourd'hui les rôles ne sont pas forcément clairs. Qui fait quoi et comment les uns alimentent les autres. Et chacun travaille un peu en silo. Et au terme de résultats, des opportunités aujourd'hui qui sont constatées mal exploitées, des commerciaux qui ont un agenda bien rempli, mais pour autant sur lequel les efforts vont pas forcément sur les bonnes cibles, ou en tout cas les bons comptes. Et donc du coup, forcément, de la frustration au sein des équipes, il y a un désalignement entre les efforts fournis et les résultats qu'on a jusqu'à présent. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que toi et moi, on voit régulièrement les entreprises qu'on accompagne. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on avait justement cette première question pour vous. L'idée, c'est justement de vous soumettre un petit peu un vote sur ces enjeux-là. Et donc, de nous dire en fait concrètement si vous aussi, vous constatez en fait et vous estimez que vos équipes perdent du temps sur ces tâches administratives à faible valeur ajoutée, et donc de pouvoir vous proposer donc un premier sondage. J'espère que ça va pouvoir marcher. Voilà, donc là on a effectivement ce premier sondage, donc avec déjà en différentes réponses, moins de 2 heures par semaine, entre 2 et 5 heures par semaine, entre 5 et 10 heures par semaine, plus de 10 heures par semaine, où vous ne savez pas mesurer ce temps-là. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, le sondage, s'il est bien actif par rapport à ça. Si vous pouvez nous dire du coup en chat, du coup, si vous voyez le sondage. Ah, on voit pas le sondage, ok. Alors, je vais essayer de vous le remettre ici directement. Hop. Alors. Bon, tu vois, finalement, Nicolas, j'avais beau avoir bien préparé. C'est arrivé en live en général. Voilà, j'avais bien préparé le sujet, mais du coup, effectivement, ça ne veut pas. Alors, attendez, hop, je vais essayer une dernière chose. C'est bien dommage parce qu'on avait quand même passé beaucoup de temps à préparer ça. Hop. Bon, écoute, visiblement, je n'arrive pas à afficher les sondages. Bon, écoutez, on va essayer sinon de le faire en live du coup avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire effectivement si Yvon nous dit qu'il est bien actif le sondage. Ah bon,
Visiblement, c'est pas exactement ce qu'on voulait mettre en place, donc c'est pas très grave. On va faire autrement et c'est pas grave. On va essayer du coup de vous poser des questions en live. Désolé, je pensais que vraiment que ça allait fonctionner et on avait mis pourtant en place toutes les questions la partie sondage. C'est pas très grave. L'idée c'est d'échanger du coup avec vous sur les enjeux en fait de ce temps de travail donc perdu. Est-ce que du coup en chat vous pouvez nous dire donc concrètement si aujourd'hui vous estimez que vos équipes perdent du temps sur ces tâches administratives? Est-ce que c'est des choses que vous retrouvez régulièrement chez vous? Oui, Olivier, les joies du direct, en effet. Voilà, ils nous répondent directement donc, dans cet onglet chat. Voilà, est-ce que vous voyez vous aussi ce type en fait de désalignement et de problématiques qu'évoquait Nicolas? Donc, n'hésitez pas à nous répondre directement sur hop. Ouais, n'hésitez pas, et du coup vous pouvez reprendre en chat, ça sera d'autant plus interactif du coup sur les 3 points que j'ai évoqués, hein, le temps passé sur des tâches administratives, le manque de clarté et je dirais le travail en commun ou non entre marketing et commercial notamment, mais des fois ça peut être avec d'autres services, par exemple le service relations clients, administratif peut parfois avoir un rôle commercial aussi, et c'est pas toujours simple de bien distinguer et de bien travailler avec l'équipe commerciale. Et donc, ouais, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous constatez chez vous sur ces différents aspects de l'organisation et de l'alignement des équipes? Je vois qu'Olivier est en train de taper, donc on va avoir des premiers éléments de réponse. Et moi, de mon côté, j'essaye quand même de faire remarcher ce sondage parce que ça m'embête bien. Alors, Olivier nous dit, voilà, perte de temps, excuse aussi pour les commerciaux pour ne pas être focus sur les actions co. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est effectivement, Olivier, souvent l'excuse de dire, bah oui, j'ai pas eu le temps d'appeler, j'ai pas eu le temps de prospecter parce que j'avais du back-office à faire. Donc, ça, effectivement, il y a le sujet de la réalité qui est que parfois il y a du temps administratif, en tout cas hors commercial, qui peut être une réalité. Et aussi, effectivement, ça peut aussi être une excuse pour ne pas être en face du client et ne pas prospecter. Tout à fait, ça c'est une réalité aussi. Alors, je pense que le sondage s'affiche parce que j'ai des éléments de réponse, ça y est. Du coup, on voit effectivement quand même qu'on est sur une perte de temps entre 2 et 5 heures par semaine. En majorité, on a 60% des personnes qui nous ont répondu ça. Donc, voilà, ça y est, c'est bon, ça marche, c'est parti. Donc, voilà, c'est une grande majorité de personnes qui estiment perdre entre 2 et 5 heures par semaine. Donc, ce qui est quand même assez colossal dans les éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme premier élément de réponse, peut-être, Nicolas, par rapport à cet enjeu d'organisation et d'alignement des équipes? Ouais, du coup, forcément, il y a notamment quand on a vraiment une équipe marketing qui est dédiée à du marketing, j'allais dire, opérationnel, dans le sens générer des leads, générer des conversations avec des prospects. C'est vraiment être clair sur quel est le rôle de chacun entre l'équipe marketing commerciale, comment ils travaillent ensemble, et aligner aussi les objectifs, parce que trop souvent on peut avoir finalement, et je prends l'exemple aujourd'hui, on peut se dire en fait un webinaire, l'objectif c'est le nombre de participants ou le nombre d'inscrits, alors que le commercial, son objectif c'est le nombre d'opportunités, le nombre de signatures. À un moment donné, quelle est la réflexion pour que les deux objectifs se croisent, tout en étant clair sur le fait que à un moment donné, la responsabilité d'une équipe s'arrête aussi, mais qui est quand même un alignement des objectifs, même si c'est pas des objectifs communs, mais qui doivent servir une stratégie et un objectif global qui, lui, est commun. Et donc, ça peut être, par exemple, finalement, pas le nombre d'inscrits au webinaire, mais peut-être le nombre de leads générés, c'est-à-dire de conversations suite au webinaire qui sont générées. Ça a beaucoup plus de sens. Ça, c'est un premier exemple. Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, effectivement, c'est se poser sur, et je vous montrerai juste après un petit fichier qu'on utilise nous, et que si ça intéresse certains d'entre vous, je pourrais partager, qui permet de facilement se poser et se dire, en fait, dans le quotidien
d'un commercial par exemple, quelles sont les tâches sur lesquelles on doit aller vers de l'automatisation ou alors trouver des solutions alternatives, parce qu'en fait c'est répétitif, c'est fréquent, et ça, il n'y a pas de valeur ajoutée que ce soit le commercial qui le fasse. Et il y a différents critères comme ça qui permettent de se dire, bon ben là, on va essayer de trouver une solution en priorité pour cette tâche-là. Ça peut être un élément intéressant aussi. Et enfin, j'en parlais dans le but d'aligner les équipes. Mais en fait, ça passe par ce qu'on appelle des rituels communs. C'est des points en commun entre toutes les équipes qui sont concernées par le commercial au sens large. Et nous, chez Questio, on dit souvent everybody sells. C'est qu'à un moment donné, finalement, tout le monde est concerné par le sujet du revenu. Et ça va même on en parlait avec un client la semaine dernière, la personne qui appelle pour le recouvrement, en fait, à un moment donné, elle est en face du client, et donc elle a un enjeu commercial, alors qui n'est pas le même qu'un commercial ou qu'un responsable marketing, mais elle a un enjeu aussi. Et donc, c'est important d'instaurer des rituels pour que tout le monde, à minima, au maximum de personnes, ait la visibilité sur le travail qui est fait par chacune des équipes, dans le domaine commercial pour le sujet d'aujourd'hui, et que chacun, notamment entre le marketing et le commerce, parce que c'est ceux qui sont amenés à avoir le plus de travail en commun, c'est comment je m'assure que le ballon est bien passé de l'un à l'autre. Je reprends mon exemple pour être vraiment dans le concret d'aujourd'hui. J'organise un webinar, je suis côté marketing. Comment l'équipe commerciale est au courant et donc va inviter avec un email, un coup de téléphone, des personnes qu'elle souhaite voir venir au webinar. Comment le marketing va passer le ballon à l'équipe commerciale suite au webinar pour aller contacter des personnes qui pourraient être intéressées. Et donc, c'est vraiment avec des rituels qui peuvent être des réunions, mais des documents partagés, en tout cas tout un process qui fait que chacun sait ce qu'il a à faire et sait ce que l'autre fait et comment je peux l'aider. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à créer une équipe où on dit souvent, même dans certaines entreprises aussi, on parle de l'équipe revenu qui mixe marketing et commercial, parce qu'en fait finalement l'objectif il est le même à la fin. Encore une fois, le nombre de leads dans l'absolu ça a très peu d'importance s'il n'y en a aucun qui est signé. Donc c'est important d'avoir cette vision globale du sujet commercial et pas uniquement lead d'un côté marketing et revenus, vente côté commercial. Exactement, et c'est vrai que tu le mentionnes là sur la fin, c'est les enjeux que toi et moi d'ailleurs on connaît bien, hein, de l'alignement vente et marketing. Il est souvent critique en fait, hein, dans les entreprises où des équipes en fait travaillent un petit peu chacun de son côté en silo. Ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, c'est pour moi il y a plusieurs choses. Il y a l'enjeu effectivement de pouvoir échanger régulièrement ensemble et pouvoir avoir en fait ce moment de rituel dont tu évoques, mais aussi en fait cette capacité à utiliser des outils qui vont permettre justement d'accélérer aussi cet alignement. Je vois, moi, par exemple, tu vois, il y a beaucoup d'entreprises en fait qui viennent nous voir où tu as des équipes commerciales qui vont travailler avec un CRM ou le CRM de leur ERP d'un côté, et puis des équipes marketing qui vont travailler avec leurs propres outils d'envoi d'email ou de marketing automation. Et puis derrière, en fait, c'est hyper compliqué pour pouvoir justement aligner ces deux équipes-là parce qu'elles ont chacun en fait leur propre base de données, ça communique pas ensemble. Et donc derrière en fait la synchronisation est très compliquée, ça fait perdre du temps à tout le monde et ça c'est un enjeu en fait qu'on voit très très régulièrement et qui pose problème, hein. C'est ce choix en fait de siloter les équipes et de pas avoir cette notion de revenu comme tu l'évoques, ça a aussi derrière un impact sur les outils qu'on utilise au quotidien. Ouais, complètement. Et du coup, je vous parlais juste d'un outil qu'on utilise et qui est facile à mettre en place, mais qui a l'avantage d'être simple, justement pour définir c'est quoi les tâches sur lesquelles on doit travailler l'optimisation. C'est un fichier qu'on utilise pour... en fait, il y a deux méthodes pour le remplir. C'est soit on part d'une journée type de travail d'un commercial, par exemple, où on va partir sur une vision plus cycle de vente, et on va lister toutes les activités, toutes les tâches, et on va essayer de les scorer sur plusieurs niveaux, 4 en général, comme dans l'exemple que vous voyez. C'est la durée de ces tâches, leur fréquence, leur niveau de complexité, et la valeur ajoutée du commercial. Et en fait, le fait de scorer sur ces 4 critères, ça nous donne un score.
Et en fait, toutes celles qui ont le score le plus élevé, c'est celles qu'on va essayer, d'automatiser, parce que finalement, c'est elles qui vont avoir le moins de valeur ajoutée pour le commercial. Et donc c'est là où on peut trouver du temps un peu caché, et que le commercial passe pas devant les clients. Et du coup, on va pouvoir essayer de changer ça. Donc voilà, c'est très simple à mettre en place, mais ça donne une bonne vision. Et des fois, il y a quelques surprises aussi en prenant ce temps pour réaliser ce fichier, pour essayer de trouver des ressources, j'allais dire, sur lesquelles on peut capitaliser pour augmenter le temps commercial du commercial. Exactement. Et c'est des choses qu'on peut aussi utiliser, encore une fois, dans cet alignement sales marketing, tous les enjeux de transmission de leads, de qualification de leads, etc. Ça peut aussi passer par ces moyens d'automatisation et faire gagner du temps en fait à beaucoup de monde par rapport à ça. Tout à fait. N'hésitez pas s'il y a des questions dans le chat. On va continuer nous sur le deuxième point important pour nous, parmi les 5 qu'on a travaillé ensemble avec Alexandre, le sujet de la transmission de l'information. Alors bien entendu, vous allez voir, ce qu'on appelle les signaux, ils sont liés ensemble, c'est pour le coup. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez Techserve? En fait, on a chaque commercial qui est un peu autonome sur sa façon de gérer ses clients. Et donc autonome, c'est plutôt la version positive du sujet. On peut dire aussi que ça manque du coup effectivement d'homogénéité, et que du coup chacun fait un peu à sa sauce. Ce qui va avec, c'est qu'il n'y a pas de process documenté. Donc en fait finalement, ça explique aussi pourquoi chaque commercial fait comme il pense être le mieux. C'est qu'en fait, au niveau de l'entreprise, rien n'a été vraiment posé pour dire voilà le processus qu'on met en place et pourquoi on le met en place de cette façon. Et un sujet important, c'est dans le rôle, la casquette, une des casquettes d'un manager, il y a le pilotage, il y a le suivi, il y a le fait d'aider, mais il y a aussi le coaching. Et le coaching, c'est un rôle parfois malheureusement qui est pas forcément pleinement exploité par ça. Il y a toujours des bonnes excuses pour ça, des bonnes raisons, le manque de temps notamment. Mais du coup, c'est à eux d'incarner, comme je l'ai dit, les process, les best practices de l'entreprise, et s'assurer qu'elles sont mises en place par les équipes. Et si c'est pas le cas, les accompagner dans ce travail-là. Il y a toujours un sujet là-dessus de conduite du changement, et c'est vraiment au manager de jouer ce rôle de facilitateur pour amener à ce changement et à l'utilisation des bonnes pratiques de l'entreprise. Et donc du coup, question effectivement en sondage sur lequel vous pouvez interagir, c'est comment jugez-vous donc la transmission de l'information entre les équipes commerciales et les autres services. On voit que globalement aujourd'hui, il y a la majorité d'entre vous est plutôt partiellement documentée et suivie. Donc effectivement, un fort enjeu qu'on retrouve dans l'entreprise, en l'occurrence Techserve, mais aussi dans beaucoup effectivement d'entreprises qu'on accompagne au quotidien. Donc ça, comment on peut y répondre? Écoutez, ça c'est un élément effectivement important sur lequel on peut effectivement agir aujourd'hui. La première chose que l'on voit, et ça c'est quelque chose que chez Lead Agency notamment, sur lequel on travaille beaucoup en fait en amont en fait des projets CRM autour de HubSpot, c'est déjà de pouvoir standardiser en fait le cycle de vente et créer une bibliothèque de best practices accessible. Donc ça c'est quelque chose aujourd'hui effectivement dans les entreprises qu'on voit encore assez peu. C'est-à-dire que globalement, quel est en fait le process commercial qui est mis en place chez vous? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui une personne que vous rencontrez sur un salon, que le marketing a généré depuis le téléchargement d'une ressource ou l'accès à un webinar, va devenir un client à la fin? C'est tout un process, c'est tout un cycle de vente qui peut être très différent dans toutes les entreprises. Je pense que chacun peut avoir en fait sa méthodologie et sa manière en fait de pouvoir faire progresser en fait
son prospect dans ce cycle de vente et l'emmener du coup jusqu'à la conclusion d'une affaire. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important, en tout cas de standardiser, de poser et de pouvoir après transmettre aussi aux différentes équipes, mais surtout au sein de l'équipe commerciale, parce que derrière, ça va permettre en fait à chacun d'appliquer en fait le même rythme de vente, le même cycle de vente, et d'arriver en fait à des performances qui sont bien plus élevées. Ce qui est aussi important et qu'on voit beaucoup, c'est que les commerciaux, chacun de leur côté, ils ont un petit peu leur technique de vente, leurs aspects, leurs approches, leurs bases de données, etc. Ça aussi, c'est important effectivement de mettre en place une bibliothèque de best practice qui est accessible à tout le monde. Donc ça peut être sur des bases de documentation interne, ça peut être aussi directement embarqué dans certains CRM, par exemple sur les messages d'approche, par email par exemple. Voilà, c'est des choses en fait que vous pouvez directement intégrer en fait sur ces outils-là et qui vont permettre en fait à toute l'équipe commerciale de pouvoir justement accéder, enrichir et s'appuyer pour pouvoir justement être beaucoup plus performant. Le deuxième axe qui est important, sur lequel nous on aime effectivement appuyer avec Nicolas, c'est de former les managers pour qu'ils deviennent des relais opérationnels du processus commercial. Donc ça aussi, c'est important en fait d'avoir cet accompagnement au quotidien en fait des différentes équipes, de pouvoir justement mettre à jour régulièrement ce que les Américains appellent le playbook. Alors en français, on l'utilise aussi un petit peu de temps en temps, mais c'est vrai que c'est important effectivement d'avoir ce document et ce processus commercial qui est enrichi régulièrement, mis à jour régulièrement et optimisé et en tout cas incarné par les managers pour pouvoir justement après le diffuser aux différentes équipes. Et enfin, ce qui est évidemment aussi pour nous un point capital dans cette transmission de l'information, c'est l'utilisation d'outils comme des CRM qui vont pouvoir justement permettre d'accélérer en fait les cycles de vente, qui vont permettre d'accélérer cette transmission de l'information, puisque derrière vous allez avoir en fait une action qui va être produite automatiquement pour l'ensemble des équipes commerciales au sein de l'outil, et donc il n'y a pas de risque qu'un commercial en fait fasse différemment ou remplisse les choses différemment. Donc ça, c'est des points effectivement qui nous semblent vraiment importants pour nous. Et donc aujourd'hui, vous avez en fait aussi cette capacité dans les CRM de récupérer aussi le contexte client. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément mis là en avant, mais qu'on peut également retrouver dans les CRM. Aujourd'hui, quand vous avez une fiche entreprise ou contact dans un CRM, vous avez tout le contexte client qui est indiqué. Et ça aussi, quand vous avez des équipes, par exemple, commerciales pluridisciplinaires, entre ceux qui vont faire de la chasse, ceux qui vont signer les deals, ceux qui vont accompagner après sur le long terme les clients, au moins, à travers en fait des outils comme les CRM, vous n'allez pas avoir de perte d'informations. Idem si vous avez un commercial qui part. Vous avez aussi tout le contexte client qui est du coup inscrit au cœur de ces CRM là, ce qui va permettre en fait aux équipes de reprendre en fait en main et pour le client de pas avoir une perte en fait de contact et surtout pas de rupture dans les échanges. Et tout ça favorise aussi une approche client qui est beaucoup plus standardisée, beaucoup plus personnalisée aussi, et donc ça favorise derrière forcément tout un enjeu en fait de performance commerciale. Justement, dans cet aspect-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous on accompagne nos clients sur ces enjeux de process commerciaux, c'est de mettre en place en fait son process à travers ce qu'on appelle un BPMN. Alors c'est un terme, un jargon un petit peu consultant, mais qui peut être simplifié en fait au sein de vos organisations. L'idée étant en fait de découper en fait toutes les phases de votre cycle de vente et de décrire en fait ce qui se passe concrètement dans votre activité commerciale. Par exemple, typiquement au moment où vous voulez conclure une affaire, quels sont par exemple les documents que vous devez envoyer, est-ce que vous devez envoyer un devis, avec quel outil vous le faites, etc. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir en fait détailler tout ce processus commercial, de le poser par écrit, et ça c'est ça vous pouvez vous faire aider, vous faire accompagner en fait pour réaliser ce BPMN, ou alors de votre côté le poser aussi, et c'est des choses en fait sur lesquelles nous on travaille et on accompagne beaucoup nos clients avec des ateliers pour bien comprendre ces enjeux-là et derrière permettre tout simplement une très bonne transmission de l'information tout au long du cycle de vente. Oui, je reviens juste sur un point qu'a abordé Alexandre sur ce sujet, c'est
Alors nous, ce qu'on appelle du coup le book de vente en version presque française, mais qui est important et qu'on travaille beaucoup nous quand on accompagne nos clients et qui permet vraiment de formaliser l'ensemble des processus liés au domaine commercial, de la génération du lead jusqu'à comment on conduit un rendez-vous, comment on le relance, etc. Et la façon de le faire, c'est vraiment de se dire, j'ai quelqu'un qui arrive demain, comment à partir de ce document-là, il va pouvoir commencer à travailler. Et c'est vraiment important d'avoir à un moment donné cette centralisation qui, en plus, capitalise sur les itérations que vous pouvez faire. C'est un outil qui vit et qui va se nourrir aussi des retours d'expérience. On a testé telle offre sur telle cible avec tel discours. Voilà ce que ça a donné comme résultat. Et en fait, ça permet aussi au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, de ne pas réinventer la roue et de se rendre compte qu'en fait, finalement, ce qu'on est en train la discussion qu'on a sur une action qu'on pourrait mener, en fait, il y a 3 ans de ça, on l'a déjà fait avec certains résultats et voilà, ça permet de capitaliser là-dessus. Donc, toujours intéressant cette notion, de toute façon, de bien capitaliser de façon écrite sur ce qu'on fait pour que ça reste et ça devienne un asset de l'entreprise finalement. Tout à fait. Troisième signal ? Oui. On avait je crois qu'on avait peut-être une question. Non, c'est bon, c'est Ophélie, effectivement, notre équipe qui partageait du coup notre modèle process commercial. N'hésitez pas à l'utiliser. Troisième signal, du coup, Nicolas, je t'en prie. Ouais, tout à fait. Le sujet du pilotage. Et donc, on reprend notre fameuse entreprise TechServe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe côté pilotage ? Des décisions qui sont prises au niveau CODIR, plus sur de la base de l'intuition que sur des données fiables. De fait, si on n'a pas la donnée, du coup, on peut pas l'exploiter pour prendre des décisions. Et donc, souvent, du coup, ça peut créer aussi des tensions entre les équipes et la direction parce que nous, en vivant, on est en relation avec le client et donc parfois, s'il n'y a pas les bons moyens de pilotage, on n'arrive pas à faire remonter l'info sur ce qu'on vit avec le client, sur les échanges, les mots-clés qu'il peut donner. Et donc, du coup, on peut parfois être en désaccord avec les décisions qui sont prises sans pouvoir dire grand-chose, et en tout cas sans pouvoir avoir d'arguments là-dessus. Donc, ça peut créer aussi des frustrations entre les équipes. Des mauvais indicateurs, en tout cas des indicateurs qui ne sont pas les bons. Je peux reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Dans l'absolu, par exemple, le nombre de vues d'un post. Alors, c'est très bien, plus il est vu, c'est toujours bon aussi pour l'ego de celui qui poste, on va pas se mentir. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait derrière et quel impact ça a au niveau business et nous, c'est vrai que du coup, chez Question, on a plutôt tendance avec nos clients à définir des notions de rendez-vous, de lead à minima. J'ai envie de dire tout ce qui se passe avant, le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de participants à un webinaire, ça a finalement très peu d'importance. C'est la logique veut, presque statistique, c'est que plus ces chiffres sont importants, plus les leads et les opportunités derrière vont arriver. Mais des fois, il peut y avoir une décorrélation entre les deux aussi. Et donc, très important finalement de prendre des indicateurs qui ont un vrai impact business, qui sont mesurables, bien entendu aussi, mais en tout cas qui vont permettre d'avoir une vraie corrélation entre les objectifs qu'on donne à la personne, les indicateurs qu'on lui donne, et à la fin, le nerf de la guerre, le chiffre d'affaires de la boîte. C'est important d'avoir vraiment ce lien-là. Sinon, on peut avoir des équipes qui vont juste travailler sur leurs indicateurs, mais finalement, en perdant de vue que l'intérêt final, c'est du business, c'est du chiffre d'affaires. Et c'est souvent le cas là-dessus, pour le coup, pour le marketing, où si finalement on est à combien de fois l'article a été vu, combien de fois ils ont cliqué sur tel lien. Alors c'est des données qui sont intéressantes, mais encore une fois, si derrière on n'arrive pas à faire le lien avec le business, finalement c'est des indicateurs qui ont très peu d'importance. Et le dernier point sur les actions commerciales et marketing, c'est que parfois il est difficile d'avoir du ROI, et en tout cas de mesurer le ROI de certaines actions. Par contre, c'est le sujet qui va être important, c'est pas le net return sur un investissement, on a fait une petite, c'est le non-retour sur investissement. Pardon pour la petite faute de frappe. C'est finalement se dire qu'est-ce que ça coûte de rien faire. Et ça, c'est
aussi, nous, quand on discute avec nos clients, un élément qu'on essaye de montrer, c'est que oui, il y a des actions qui sont plus long terme, qui vont pas générer tout de suite des éléments qui sont parfois très difficiles aussi à chiffrer, parce que dans l'absolu, de se dire, voilà, j'ai fait une action marketing, ça a généré X leads, et au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, il y a eu une signature, il y a eu des signatures sur ces leads-là. Bon, c'est parfait. La réalité, c'est que souvent une signature, quand il y a une équipe sales et marketing, elle est multifactorielle. Il va recevoir un email, il va être appelé par le commercial, il va participer à un webinar et ensuite il va signer. Il n'y a pas une des actions qui est mieux que l'autre. C'est je dirais, l'addition des trois qui fait qu'il y a eu une signature à la fin. Et donc, du coup, on peut se dire, finalement, les webinars, ça génère, en termes de chiffre d'affaires direct, de retour sur investissement, je le vois pas forcément. Pour autant, si on discute parfois avec des clients, on se rend compte, en fait, ah ouais, je regarde vos webinars régulièrement, c'est top. Nous, ça nous est déjà arrivé, un prospect qui, juste avant de signer, nous dit, la semaine dernière, j'ai envoyé mes 10 commerciaux vers votre webinar. Bref, il faut aussi regarder cet élément. C'est certes le ROI, c'est un élément important, mais aussi qu'est-ce que ça me coûte de ne pas lancer une initiative, de ne pas faire tel type d'action. Et ça, c'est un élément important aussi qui est à prendre en compte. Exactement. Et du coup, dans les différents éléments de réponse qu'on a sur les niveaux de visibilité de vos indicateurs commerciaux, c'est assez équitable entre du reporting manuel, du tableau mis à jour hebdomadairement, du dashboard automatisé incomplet. Voilà. Donc, globalement, on a pour le coup, là, on n'a pas forcément une réponse qui va ressortir le plus. Mais ce que l'on voit effectivement, c'est que ça peut être très disparate en fait au sein des entreprises. Le pilotage, il est vraiment très, très variable en fait en fonction du niveau en fait de maturité de l'entreprise sur ces enjeux-là. Ouais, donc du coup, en tout cas les solutions, les pistes d'amélioration sur cette partie-là, on en a posé 3. C'est pas multiplier le nombre d'indicateurs, mais être sur 3, 5 maximum KPIs clés et qui vont être pareil au niveau à minima de l'équipe revenu au sens large et pas uniquement commercial. Ça peut être le durée de cycle de vente, le coût d'acquisition du client. Et donc, vous voyez dans les 3 exemples qu'on a donnés, des KPI qui touchent à la fois le marketing et le sales, et surtout qui permettent d'aligner les équipes et pas partir sur des KPI côté marketing, des KPI côté commerciaux, etc. Donc voilà, partir simple sur 3, 5 KPI qu'on va pouvoir suivre, qui parlent à tout le monde et sur lesquels aussi, bien entendu, tout le monde peut avoir de l'impact. Parce que si on a un KPI mais on considère qu'on ne peut pas le faire évoluer, ça a peu d'intérêt. Donc vraiment se poser la question sur ces KPI clés qui seront souvent communiqués aussi, partagés et qui serviront vraiment de boussole pour l'entreprise. Deuxième point, c'est automatiser tout ce qui peut l'être en termes de visualisation, de dashboard. Et là, forcément, un CRM facilite ce genre de collecte d'informations et de partage de l'information ensuite. Mais dès qu'on doit être sur de la saisie manuelle sur un fichier Excel à la fin du mois ou toutes les 2 semaines pour dire voilà où on en est, voilà ce qu'on a fait. On augmente les chances d'erreur aussi. Et 2, en fait, du coup, ça valorise pas tout le travail qui a été mené parce que du coup, en fait, pour l'avoir vécu, souvent on le fait un peu au dernier moment, j'allais dire à l'arrache, entre guillemets, parce que du coup, c'est pas notre sujet le plus important. Et finalement, du coup, on se retrouve avec des données partielles, incomplètes, voire fausses, ce qui peut être le pire. Et donc vraiment, s'il y a un des postes clés sur lequel on doit travailler l'automatisation, c'est vraiment dans la collecte, la visualisation des données et le reporting de façon générale. Et le dernier point qui est plus culturel, pour le coup, c'est la notion de culture data-driven, donc drivé, piloté par les chiffres, par la donnée. Et donc là, c'est bien entendu, il y a 2 choses importantes. C'est d'avoir réfléchi en amont les actions pour se dire, OK, je mets en place cette action. Avant même de l'avoir lancée, comment je vais l'évaluer, quels indicateurs je vais prendre pour l'évaluer. Et il y a un aspect aussi vraiment de responsabilisation des équipes sur à chaque fois que je vais faire quelque chose, quelle est
quel est mon KPI, quel est mon indicateur, parce que si chacun a cette culture-là au niveau personnel, chaque collaborateur, bah, c'est beaucoup plus simple de collecter l'information et du coup d'avoir une vision globale au sein de l'équipe revenu de qu'est-ce qui a été fait, quels sont les résultats, quels sont les KPI. Et donc ça prend du temps aussi. C'est fortement aidé par les outils, l'automatisation, parce que bien entendu, plus c'est automatisé, plus ça va être simple en termes de conduite du changement. Mais ouais, facteur très important pour avoir un pilotage fin et surtout prendre des décisions basées sur ce qui se passe, basées sur la réalité, basées sur les données. C'est exactement ce que tu dis, et c'est vrai que là on voit aussi, ça c'est quelque chose qui est assez régulier, c'est l'incapacité aussi à beaucoup d'entreprises à avoir des prévisions qui sont justes, en fait, de concrètement quel va être mon CA dans 3 mois, 6 mois, etc. Parce que il n'y a pas suffisamment de données, il n'y a pas suffisamment en fait d'indicateurs qui sont complétés en fait de manière, comme tu le mettais, automatisée, dynamique, et qui en fait font perdre aussi beaucoup de temps finalement aux directions au moment de faire des reporting. Ça c'est un point, je pense que de ton côté tu as dû voir aussi régulièrement, cette perte de temps à construire des dashboards, à entretenir des tableaux Excel avec toutes les erreurs que ça pourrait comporter, etc. Alors que aujourd'hui on a cette capacité à travers différents outils et notamment CRM de pouvoir justement avoir cette donnée beaucoup plus fiable, beaucoup plus concrète, et évidemment ça amène à un autre débat que je pense que tu connais bien aussi, c'est il faut que chacun remplisse correctement son CRM, mette à jour ses informations de manière régulière, ça se fait pas non plus en un claquement de doigts et automatiquement, et c'est ce que tu mets aussi en place ce que tu évoques aussi dans la culture data driven au sein de l'entreprise, mais il y a cet enjeu vraiment pour la direction générale, pour la direction commerciale, de faire des prévisions justes, d'anticiper un petit peu ce qui peut se passer dans le futur. Et puis, voilà, d'identifier un petit peu les tendances à venir aussi. Est-ce qu'on est sur une tendance plutôt baissière? Est-ce qu'on est sur une tendance plutôt porteur? Et là, en l'occurrence, aussi des décisions qui peuvent être prises en fonction aussi de ça. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui qui rencontre certaines difficultés, elle va pouvoir peut-être mettre en place des corrections très rapides commerciales pour justement faire remonter les indicateurs. Et ça, si aujourd'hui on n'a pas cette donnée fine et quasi instantanée, on peut prendre parfois des décisions qui sont beaucoup trop tard. Et voilà. Et enfin, le dernier point, comme je l'ai mentionné, pour moi, aussi cette perte de temps en fait à créer des dashboards et des reportings en fait auprès des équipes commerciales qui fait perdre un temps fou à tout le monde, quoi. Est-ce que c'est, voilà, aussi, n'hésitez pas en commentaire à venir amener aussi vos indicateurs aussi de votre côté, un petit peu comment vous percevez ces choses-là, et si jamais vous avez aussi des réflexions à amener, n'hésitez surtout pas. Peut-être on peut passer au point 4 du coup, Nicolas, qui est la fragmentation des données. Et qu'est-ce qui se passe chez Texerve? Ouais, complètement. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez Texer? En fait, ce qu'on constate, et tu parlais de ce sujet-là, Alexandre, c'est l'information, elle est dans un bout de CRM, qui est en fait le module CRM de l'ERP de Texer, des Excel, les contacts, c'est un peu de l'email, de l'agenda, du côté commercial. Il y a quelques commerciaux un peu geeks qui ont qui ont lancé des outils de leur côté, en version gratuite pour faire certaines actions. Donc du coup, une information qui est dispersée. On a les commerciaux qui utilisent, comme je disais, un petit CRM et un fichier Excel. Le marketing, eux, du coup, ils travaillent avec un fichier Excel qu'ils mettent dans leur outil marketing pour envoyer leurs invitations à leur newsletter, etc. Mais du coup, une fois tous les 3 mois, il y a une mise à jour qui est faite avec le CRM, mais du coup, bien entendu, il y a de l'information qui se perd entre-temps. Et ça, c'est vraiment un classique, le CRM qui n'est pas forcément, ou les contacts dans le CRM qui sont pas forcément, correspondent pas forcément avec les bons champs que l'équipe marketing souhaite. Donc du coup, le marketing a fait sa propre base, qu'elle importe dans un outil type Brevo, Mailchimp ou autre, et chacun travaille de son côté. Ça, c'est quand même un grand classique. Et du coup, la conséquence, c'est que, et ça, je prends l'exemple d'un client avec qui on avait la discussion, c'est en fait, chaque année, quand ils veulent envoyer une invitation en début d'année, ils organisaient, c'est une société qui était dans la promotion immobilière, ils voulaient inviter leurs équipes, leurs clients et leurs contacts dans un petit événement qu'ils faisaient en début d'année. Il y avait pour 2 mois de travail
de consolidation des données. C'était un mail à toute l'équipe commerciale pour dire envoyez-moi vos listes, l'équipe marketing qui devait chercher ces listes à jour et autres. Et donc du coup, juste pour un seul événement, il y avait un mois et demi minimum de travail. Donc dites-nous aussi vous dans le chat, c'est par rapport à ça ou via le sondage aussi, Alexandre, où vous en êtes sur ces sujets-là, outils et base de données et finalement référentiel client unique, qui est ce qu'on appelle le RCU. C'est vraiment là où on consolide l'info. Et lorsqu'on a une question sur un client, en fait, c'est le RCU qui fait foi. C'est là où on a centralisé, consolidé l'ensemble de la donnée autour d'un prospect ou d'un client. Exactement. Et alors du coup, voilà, je mets le petit sondage en place. Hop. En parallèle, je vais avancer parce que c'est vrai que le temps défile vite. Tout à fait. Hop. Aujourd'hui, effectivement, dans les réponses qu'on a, en fait, on voit qu'il y a quelques connexions automatisées entre les différents outils et un petit peu aussi d'export-import ponctuel qui est fait. Donc, effectivement, comme tu l'évoquais, des choses qu'on retrouve régulièrement. Dans les 3 aspects qu'on souhaitait mettre, nous, en avant, c'est évidemment, en fait, cette capacité aujourd'hui pour les entreprises de créer, en fait, des systèmes d'information qui sont interopérables et connectés. Donc, c'est-à-dire que il y a une véritable passerelle entre les différents outils, que ce soit pour les équipes commerciales, d'administration des ventes et marketing. Donc, souvent, en fait, on voit, comme tu l'as mentionné, différentes équipes qui utilisent en silo, en fait, leurs outils et qui ont du mal, en fait, à communiquer entre elles. Et donc, cette possibilité aujourd'hui, avec soit des connecteurs natifs entre les différentes solutions, notamment via les API qui sont offertes par ces solutions-là, de connecter et de faire circuler la donnée entre ces outils-là. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit beaucoup. Et là, on parle vraiment d'intégration d'outils au cœur des entreprises. La deuxième chose, c'est effectivement de définir une source unique de vérité pour centraliser toutes les données clients. Globalement et souvent, évidemment, régulièrement, ça va être le CRM qui va faire office de foi par rapport en fait à ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'on a une base de données aussi, à faire attention, qui va, et ce qu'on mentionne dans le point 3, être bien travaillée, bien en renseigné en fait au départ, éviter effectivement des doubles saisies, des erreurs, etc., qui vont du coup permettre d'avoir en fait un système de données qui est très concret, qui est partagé par tout le monde, qui n'est pas non plus superflu d'informations qui ne seraient pas forcément utiles aux différentes équipes. Souvent, on a aussi le cas, et je pense que c'est quelque chose aussi que tu vois souvent, Nicolas, des équipes commerciales qui veulent ajouter des dizaines de champs d'informations sur des contacts ou des entreprises, et que derrière, en fait, personne ne s'en sert, et ça fait perdre un temps fou à tout le monde, et en réalité, derrière, personne va utiliser en fait les outils parce que ça va être beaucoup trop complexe à compléter. Donc, vraiment, cette volonté d'avoir une source de données qui est fiable, sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir justement travailler correctement au quotidien. J'ai mis un exemple d'un client qu'on accompagne, c'est Bouygues Immobilier Belgique, pour vous montrer aujourd'hui en fait comment on arrive à créer en fait des systèmes d'information complet autour d'un CRM. Et typiquement aujourd'hui, donc ce que l'on fait nous chez ID Agency, c'est de mettre en place donc un ETL maison. Donc c'est un outil qui permet justement de synchroniser toute la donnée entre tous les outils d'une entreprise. Et donc on voit bien que même à la fois le site public, les sites partenaires, les sites clients, le RP, tout ça en fait correspond. Tout ça met une donnée en fait qui circule entre tous ces outils qui sont utilisés par les équipes commerciales de Bouygues Immobilier. Et à la fin, on a au cœur du CRM en fait tout le pilotage de l'activité commerciale qui se passe et qui permet justement de transmettre l'information dans tous les autres outils et de pouvoir donc permettre à l'équipe d'être beaucoup plus performante. Donc voilà, ça c'est le genre de système d'information qu'on peut mettre en place et qui est fortement recommandé. Et comme on le mentionnait, vraiment d'avoir ce CRM comme une source de données unique et fiable sur laquelle on peut s'appuyer. Ouais. Dernier signal, du coup, l'obsolescence des outils. Complètement. Et donc l'exemple encore pour finir de Texer.
Excel, l'outil préféré des entreprises, hein, mais qui, à un moment donné, quand il y a une dépendance à Excel, ben, clairement, ça se ressent sur les process, sur les erreurs potentielles, hein. Et donc, Excel, c'est un super outil, mais maintenant, à un moment donné, c'est effectivement comment on sort de cet outil-là et comment surtout on évite une dépendance à 20 fichiers Excel, une macro, une recherche V, et donc comment on sort de ce processus-là qui n'en est pas un. Un CRM trop limité, je disais, hein, chez Texer, le CRM, c'est le module de leur ERP. Pourquoi? Parce que du coup, il y avait le ERP en place, on parle de CRM, on met en place celui-ci, mais souvent, la réalité, c'est qu'il est très limité, pas forcément ergonomique, et donc pas forcément bien utilisé. Et des outils actuels qui engendrent des coûts cachés, qui sont pas forcément mesurables, en tout cas, je dirais de façon quantitative, mais c'est des erreurs, parfois de la double saisie, et donc du temps perdu, et des erreurs potentielles aussi, qui permettent pas de faire remonter de l'information pour avoir des statistiques, des rapports, de l'analyse. Tout ça, ça n'a pas un coût direct, mais quand on regarde le temps associé, par exemple, à consolider un fichier pour pouvoir faire un petit reporting, si je dois exporter deux, trois fichiers Excel, les consolider, dédoublonner, etc. Quand je regarde mis bout à bout tout ce temps passé un peu caché, parce que finalement c'est pas mon activité numéro un, ça a un coût, et souvent on s'en rend pas compte, mais c'est un vrai impact business. Et donc c'est important aussi de prendre du recul là-dessus et de voir ce qui peut être fait, et ce qui permet de tout de suite, Alexandre, te laisser effectivement échanger sur les trois points clés sur lesquels on a accentué le discours sur le sujet d'obsolescence des outils. Exactement. Et d'ailleurs, donc dans les réponses du sondage, hein, globalement, on voit que fichier Excel et Google Sheet gagnent haut la main peut-être pas haut la main, mais en tout cas est devant par rapport effectivement aux autres outils. Donc ça montre bien effectivement aujourd'hui un des cas qu'on constate encore une fois tous les jours chez Questio et chez Ideagency. Pour nous, effectivement, hein, les recommandations qu'on va mettre en place par rapport à ça, vous l'avez bien compris, c'est évidemment de migrer vers un CRM robuste évolutif, hein, qui va accompagner la croissance de l'entreprise. On l'a mentionné plusieurs fois durant ce webinaire et on vous l'a montré plusieurs fois. Ça nous semble aujourd'hui pertinent pour les entreprises de se créer vraiment ce système d'information entre l'ERP qui va être l'outil métier en fait de référence pour votre activité, le CRM sur lequel vous allez avoir vos équipes marketing, vente, service client qui vont être alignées. Et puis si vous êtes dans un niveau de avancé et encore un peu plus avancé, un outil de business intelligence qui va pouvoir aussi récupérer toute cette donnée-là. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà de commencer par la mise en place d'un CRM et de le connecter avec votre ERP, votre outil métier, c'est effectivement aujourd'hui la base en fait des systèmes d'information qu'on constate dans les entreprises qui sont les plus performantes d'un point de vue commercial. C'est d'éliminer, identifier alors les shadow IT. Alors ça, pareil, c'est un très très gros sujet, Nicolas, qu'on a aussi évoqué ici, avec tous ces outils qui sont parfois utilisés à droite à gauche par les différentes équipes et qui parfois peuvent être centralisés au sein d'un même outil, réduire les coûts et en même temps permettre encore une fois pour plein d'enjeux de sécurisation, des enjeux de données, des enjeux d'alignement, de process, etc., de pouvoir justement avoir quelque chose de beaucoup plus fluide au sein des équipes commerciales. Et ça, on le voit, hein, par exemple, un truc très bête, je ne sais pas si tu l'as vu aussi de ton côté, Nicolas, mais souvent les commerciaux vont utiliser différents outils pour pour créer un rendez-vous dans leur lien d'agenda, alors que la plupart des CRM aujourd'hui proposent en fait cette fonctionnalité-là et permettraient de centraliser en fait à la fois les signatures et en même temps du coup les liens vers ces agendas et permettre de prendre des rendez-vous plus rapidement, donc de gagner du temps par rapport à ça. Et effectivement, on voit différentes équipes qui vont utiliser chacun leur propre solution et derrière en fait c'est vraiment une perte pour tout le monde. Et puis enfin, calculer le coût de la non-digitalisation et investir dans des outils réellement adaptés. Alors ça, c'est parfois quelque chose qui est un peu plus difficile en fait à estimer, mais qui pour le coup peut aussi évidemment être un point d'entrée en fait pour vous, étant donné en fait que beaucoup d'entreprises vont avoir cette crainte de se dire il va falloir investir dans le coût d'un outil comme un CRM, dans des licences, dans de l'accompagnement, de la conduite du changement, dans des partenaires pour nous aider, nous accompagner.
Effectivement, dans la première année, deuxième année, ça va avoir un coût pour votre entreprise, mais derrière, en fait, sur ce retour d'investissement, on le constate en fait tous les jours dans l'entreprise, que ce soit en termes de gains de productivité, de performance commerciale, c'est univoque. Et aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut absolument pour vous étudier. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel nous, on peut évidemment avec Nicolas vous accompagner pour pouvoir justement estimer ça au sein de votre entreprise. Voilà en gros globalement en fait un petit peu les différents points sur cette absence d'outils. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Nicolas, sur ce dernier point avant de conclure. Non, je pense que tu as effectivement fait le tour et c'est vrai que on revient au sujet de tout à l'heure du non-retour sur investissement et le coût de la non-digitalisation, c'est vraiment ça, c'est se dire qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui de ne pas investir dans des outils qui vont vraiment aider, faire gagner du temps à mes équipes. Ça, je pense, un réel sujet et effectivement, nous on rencontre souvent le sujet du shadow IT et des outils et qui est d'autant plus amplifié qu'aujourd'hui, il est très facile d'utiliser des outils en version gratuite. Ça n'a pas d'impact du coup financier pour l'entreprise. Donc voilà, je vais me prendre alors, pour le nommer comme ça, un Calendly en version gratuite pour pouvoir prendre mes rendez-vous avec mes prospects ou mes clients. Et nous, c'était un sujet assez impressionnant qu'on a accompagné une entreprise sur tous ces process commerciaux. C'est quand on a commencé à parler aux équipes où l'IT nous disait non, mais il n'y a aucun outil mis en place, mis à part le RP. Et quand on commence à échanger avec les équipes, en fait, on se retrouve avec des outils pour la prospection, des outils pour les agendas, comme le disait Alexandre, certains quand même HubSpot en version gratuite, pour ne pas le nommer, pour gérer leurs prospects, et l'IT n'est pas au courant. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Et en fait, tout part au global dans tout ce qu'on s'est dit. Tout part d'une vision stratégique, des process, des outils, des compétences aussi. Et on parlait de coaching à un moment donné. C'est au niveau managérial et je dirais même codir qu'on construit, qu'on définit le cadre de tout ça. Et ensuite, c'est la conduite du changement, du déploiement, bien entendu, avec les équipes, pour que ce qui a été défini au niveau stratégique se retrouve au niveau opérationnel. Mais la logique, c'est que s'il n'y a pas cette stratégie définie en amont, on ne peut pas s'attendre à ce que les équipes travaillent de façon homogène, travaillent avec les bons outils, etc. Exactement. N'hésitez pas encore une fois à réagir dans les commentaires pour cette conclusion. Ce qu'on voulait effectivement amener avec vous en fait, c'est la possibilité en fait de pouvoir justement vous accompagner en fait par rapport à ça. Donc avec Nicolas en fait ce qu'on vous propose en fait c'est de définir avec vous justement une sorte de petit audit donc qui serait basé un petit peu sur les questions qu'on a pu proposer en sondage et qui vous permettrait en fait de récolter en fait une vue un petit peu de où vous en êtes en fait dans votre organisation commerciale, d'identifier avec vous un peu les différents points de friction que vous pourriez avoir, de commencer à imaginer peut-être les solutions qui seraient adaptées en fait pour répondre à vos enjeux. Donc on a mis en place une petite page en fait sur laquelle vous pouvez prendre rendez-vous directement donc en cliquant sur le lien qui est affiché en bas. Ça vous permettra donc qu'on puisse échanger ensemble et programmer un échange en fait ensemble, Nicolas, moi et vous, de pouvoir justement étudier avec vous en fait ces différents signaux qu'on a pu mettre en avant et de voir en fait concrètement ce qu'on pourrait faire pour vous, comment on pourrait vous aider par rapport à tout ça. C'est quelque chose qu'on met en place là et qu'on lance à partir d'aujourd'hui, qu'on va déployer après aussi de manière plus importante. Et donc voilà, donc ça c'est un premier élément sur lequel on peut évidemment vous aider. Donc n'hésitez pas à venir effectivement prendre rendez-vous avec nous, programmer un petit échange personnalisé avec nous. On serait en tout cas ravis de pouvoir y répondre. Complètement. Écoutez, il n'y a pas forcément plus de questions. Peut-être si Olivier qui est en train de taper, qui va peut-être avoir une question pour nous. Mais voilà, en tout cas, globalement, on a essayé de
voir un panorama un peu général en fait de tous ces enjeux du plafond de verre commercial qu'on constate nous dans les entreprises qu'on accompagne, de vous amener des premiers éléments de réponse en tout cas pour vous permettre en fait de commencer à y voir un petit peu plus clair par rapport à ça, de mettre en place les bonnes solutions, les bons process, les bons outils rapidement en 2025. Et puis encore une fois avec avec Nicolas, on se tient à votre disposition par rapport à ça. Et puis si jamais vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à nous ajouter tous les deux sur LinkedIn. On sera aussi ravis de vous partager aussi nos points de vue directement sur LinkedIn. Avec Nicolas, on partage régulièrement du contenu sur nos différents profils. Il y a les pages de nos entreprises aussi sur lesquelles vous pouvez retrouver de l'information, également nos sites. Je sais que chez vous, chez Questio, vous avez énormément de ressources sur à la fois vidéo, de contenu, de templates, etc. Donc hyper riche en tout cas d'aller chercher de l'information aussi sur votre site. Chez nous, il y a également aussi plein d'informations, donc n'hésitez surtout pas à y aller par rapport à ça. Merci Olivier pour les encouragements et merci Louvan aussi. En tout cas, on était ravis de vous recevoir aujourd'hui avec nous. Désolé pour les petits couacs de sondage au départ, mais maintenant je sais pourquoi, parce que j'avais publié tous les sondages en même temps, donc ça ne pouvait pas marcher effectivement. Et je saurais désormais qu'il faut les faire un par un. Merci en tout cas Nicolas pour cet échange. J'étais super content de faire ce webinaire avec toi. Ça faisait un petit moment qu'on échangeait ensemble et que Questio Lead Agency communique aussi ensemble. Donc je suis vraiment content qu'on ait pu faire ça et j'espère que ça en appellera d'autres prochainement. Ouais, tout à fait. Merci à toi Alexandre et merci à tous pour votre participation. Et comme le disait Alexandre, au plaisir d'échanger avec vous dans les prochains jours. Merci bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.